Bonjour à tous, bienvenue sur Agoursika TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons Chawki Ben Saada, entraîneur des U17 nationaux et ancien joueur. Bonjour Chawki. Bonjour. Cette émission, Patrice, fait suite à l'émission avec Philippe Lemaire sur la formation du Sporting Club de Bastia. On espère recevoir pour les dernières émissions Manu Giudicelli pour fermer cet axe de la formation et tout ce qui englobe autour du Sporting. Et bonjour Patrice. Bonjour Jean-Baptiste. François-Marie à la réalisation, merci pour ça. Et Patrice, on peut commencer d'abord pour faire un retour sur la carrière de Chawki Ben Saada en tant que joueur professionnel. Oui, sa carrière, Chawki, elle est riche, cette carrière, puisqu'il a été formé au Sporting Club de Bastia. Passage Ligue 1, Ligue 2, sous l'ère Robert Nozaret, Gérard Gilly et bien sûr Bernard Casoni. L'OGC Nice qui s'est profilé aussi du côté de la Ligue 1. Pour toi, Chawki, Lens, Arles-Avignon et Troyes avant de finir la boucle du côté du Sporting. Il y a eu 40 sélections aussi avec l'équipe de la Tunisie, la sélection tunisienne. 563 matchs, 57 buts, 2 participations à la CAN, 1 participation à la Coupe du Monde. Une belle carrière. Ouais, je vais pas me plaindre, on va dire. Non, c'est vrai que quand on y pense maintenant, on se dit qu'on a eu vraiment de la chance et on peut être fier du travail accompli. Alors, je vais te poser une question qui est un peu bateau. Un souvenir marquant de chaque passage dans ta carrière, qu'elle soit même en sélection, bien évidemment. Je pense qu'il y a pas mal à dire aussi sur ça. Oui, on va dire que dans ma première année, on va dire que ça va être mon doublé contre l'Olympique de Marseille. Même si mon premier match aussi en professionnel, il reste aussi gravé dans ma mémoire. C'est contre Lyon, c'est Contre ça? Lyon, ouais. Donc tout juste 17 ans. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont marquants et puis que j'oublierai jamais. Après, il va y avoir aussi, dans cette période-là aussi, j'ai été champion du monde avec l'équipe de France U17. Donc ça aussi, c'est un passage qui est marquant, mais même si sur le moment, j'avais pas trop réalisé. Mais aujourd'hui, quand on voit que l'équipe de France n'a plus gagné de compétition à ce niveau-là, on se dit, en vrai, on a fait quelque chose de formidable. Et puis après, à Nice, on va dire que c'est ma première année où personne ne m'attendait à ce niveau-là. Donc j'étais une recrue de Nice est transféré. Donc à l'époque, il n'y avait pas autant d'animosité entre les deux clubs. On rappelle aussi que c'était Frédéric Antonetti, Oui, c'était l'entraîneur à Frédéric l'époque. Antonetti qui me connaissait déjà très bien et c'est lui qui a forcé pour que je vienne. Et du coup, cette première année-là, c'est vrai que j'étais le petit, alors que quand je suis parti de Bastia, on va dire que j'étais un des cadres. Et ça m'a fait aussi du bien de retrouver ce statut-là, parce que j'ai dû me remettre aussi en question. Et puis c'est vrai que cette année-là, j'ai plutôt bien performé. Et puis après 3 ans, je suis parti à Lens, une année qui était correcte, mais sans plus que ça. Voilà, je me suis retrouvé à l'Avignon et là, c'est des souvenirs qui sont un peu tristes dans le sens où j'ai connu mon premier creux dans ma carrière. Donc là, pareil, on repart de zéro. Et puis, il y a le club de Troyes qui me fait confiance et je connais 5 années vraiment formidables en tant que joueur et aussi humainement où c'était vraiment un club familial. Et je me suis retrouvé vraiment dans ce club-là comme un enfant du club. Et puis après, on connaît la suite quand je reviens à Bastia en National 2. Et puis on va dire que les souvenirs les plus marquants, forcément, ça va être la fin de carrière avec ce dernier match à Fouriane, mais aussi toutes les montées qui ont succédé. Et pour enrichir tout ça, il y a aussi cette participation à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne Ouais, avec c'est la vrai, j'ai Tunisie oublié la sélection tunisienne. et les CAN aussi. Ouais. C'est quelque chose de marquant. Oui, forcément, oui. J'avais fait aussi une Coupe des Confédérations où là, j'ai vraiment connu le très haut niveau. On avait joué contre l'Argentine, l'Allemagne, et là, en tant que petit Bastiais de Loupine, on prend vraiment un coup et une claque. Ouais, j'ai joué contre des joueurs avec qui je jouais seulement sur la PlayStation, et là, je me retrouve à côté d'eux. Donc, c'est vrai que c'est formidable. Et il y a aussi cette Coupe du Monde où là, c'est le rêve d'un petit garçon qui se réalise. Et après, au niveau des CAN, on va dire que c'est mon quart de finale contre le Cameroun où je marque contre ce coup franc en quart de finale
pareil face à Eto'o et Song, et puis encore d'autres joueurs que j'oublie. Mais voilà, non, que des bons souvenirs. Et puis, vous avez dit, vous êtes un enfant de Loupine. L'an dernier, vous avez fait une saison du côté du FC Loupine en Régional 3. C'est un tout autre niveau que celui que vous avez connu. Revenir dans le club de votre quartier, c'est important quand même pour transmettre tout votre savoir footballistique. Pas si j'ai transmis quelque chose, mais, Ah, quand même. mais non, en vrai, on va dire que la passion, elle a pris le dessus sur la raison. Tout le monde m'a dit tu es un fou, mais en vrai, j'ai connu des bons gars à un niveau qui est correct. Et puis après, ce que j'ai aimé, c'est de rejouer au football à 11, connaître un petit peu ces petites sensations de compétiteur. C'est vrai que voilà, moi j'ai pris du plaisir. Tous les matchs se sont passés à peu près correctement, donc voilà, je garde aussi un bon souvenir de ce club-là. Justement, puisqu'on parle de ce niveau-là, comment on est perçu en étant Choki Ben Saada de se retrouver dans des compétitions comme la Régionale 3, la Régionale 2, je dirais, par rapport aux autres adversaires, parce qu'on se dit quand même, un joueur professionnel en face, c'est pas rien. Ouais, après, je pense que quand ils m'ont vu et peut-être qu'ils ont vu ma simplicité, donc je pense qu'ils se sont pas trop pris la tête avec moi parce que voilà, je cherchais pas à flamber ou à montrer que j'étais au-dessus ou quoi que ce soit. Je voulais juste prendre du plaisir, être avec des copains et puis m'amuser sur un terrain de foot. Allez Patrice, on peut commencer par la Coupe de Corse. Il s'est joué une demi-finale ce week-end entre Corté et Bastelicac. Bastelicac s'est imposé au tir au but, 6 buts à 5, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Et c'est la première finale du football club de Bastelicac en Coupe de Corse. Et justement, on va écouter l'interview en visio de Thomas Ledefin, l'entraîneur adjoint du FC Bastelicac. Alors, coach, bonjour. Pour déjà revenir sur le match de ce week-end, la demi-finale de Coupe de Corse contre Corté. Victoire 6-5 au tir au but, 0-0 fin du temps réglementaire. Quel exploit, quelle performance pour le club, puisque c'est la première finale du football club de Bastille-Catch en Coupe de Corse. Ouais, salut JB. Effectivement, un très très beau parcours en Coupe de Corse pour notre équipe, puisqu'on arrive à atteindre la finale pour la première fois de l'histoire du club. C'était déjà beau d'arriver en demi-finale pour la première fois, mais on arrive à se glisser en finale après un match qui était plutôt plaisant à voir contre nos amis de Corté, qui s'est, je tiens à le souligner, déroulé dans un très très bon état d'esprit de part et d'autre. Donc oui, forcément, on est très content d'être arrivé en finale. On savait que ça allait être très compliqué, parce que Corté, c'est toujours très très dur de les jouer chez eux à la maison. On a répondu présent, même si on a, dans le dernier quart d'heure, énormément souffert. On a su faire le dos rond et aller au tir au but. Et là, évidemment, on a notre gardien Clément Maury, et qui, quand même, il faut le souligner, nous sort 3 belles parades sur des penalties et qui nous permet d'arriver en finale. Donc oui, c'est une super performance pour le club, très content aussi pour tous les dirigeants qui s'investissent au quotidien dans ce club. Et aussi surtout pour les joueurs qui sont, mine de rien, on est un groupe très jeune, donc on est plutôt très content pour tout le monde. Ouais. Vous avez parlé de l'état d'esprit qui s'est déroulé pendant le match. C'est important justement d'avoir le bon état d'esprit, de faire un bon match de ballon. Même s'il y a eu 0-0, c'était un beau match, et souligner la grande performance, déjà la vôtre, mais aussi celle de Corté, qui a joué son va-tout jusqu'au bout. Vous savez, généralement, pour qu'il y ait un très beau match, il faut qu'il y ait 2 très belles équipes en face. Et aussi bien la nôtre que celle de Corté. Nous avons tous les 2 produits, je pense, un beau jeu à voir. Je pense que les nombreuses personnes qui étaient dans les tribunes se sont plutôt régalées durant ce match. Après, voilà, les penalties, ça peut tourner, qu'on sait très bien, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Cette fois-là, ça a tourné pour nous. On a eu la chance d'avoir un grand gardien en face qui nous a sorti 2 arrêts. Et il faut quand même souligner que le gardien de Corté aussi s'est aussi employé de son côté. Donc voilà, même dans la différence de tir au but, parce que ça a quand même fini à 6-5 et avec, je crois, si je dis pas de bêtises, 9 tireurs de chaque côté.
Donc c'était un très beau match, une très belle séance de tir au but. Après évidemment voilà, tirer un coup de chapeau également à nos amis de Corté qui ont fait un beau parcours. Et voilà, comme on se dit toujours, la séance de tir au but, ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Et cette fois-là, ça a tourné pour nous et on en est très content. L'autre demi-finale ne s'est pas encore jouée. Ça va être le Football Club de Bâle qui va recevoir les Soriani à Gliagne. Quel que soit le résultat de cette demi-finale qui va se jouer le 15 avril, ça va être deux équipes qui sont hiérarchiquement supérieures à vous. Donc ça va être un beau finaliste que vous allez avoir. Comment on prépare ce genre de match, sachant déjà d'entrée que c'est une équipe hiérarchiquement supérieure? Ben, c'est le discours qu'on aura, on sait très bien que ce sera deux équipes qui seront une ou l'autre très performantes, puisque la Balade s'est renforcée au mercato d'hiver et a récupéré de très bons joueurs. Fouriagne s'est imposé ce week-end par exemple contre Borgo dans le derby en National 2. On sait quoi qu'il arrive que ce seront deux très belles équipes. Ça va nous permettre à nous un petit peu de nous jauger aussi par rapport à notre 3e place en championnat et de voir comment on va répondre, comment vont répondre les joueurs par rapport à ce type d'adversaire. Après, vous savez, c'est une finale. Ça peut sur un match, tout peut arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'on croit en nos chances. On est hyper confiant. On sort d'une très belle saison avec un groupe où on a connu beaucoup de difficultés tout au long de la saison. Un groupe qui a su être soudé dans les moments difficiles et qui a répondu présent dans les moments auxquels on l'attendait. Donc voilà, je pense que, comme vous l'avez dit, on abordera ce match-là avec aucune pression. C'est que du bonus. Tout ça, c'est que du bonus. Et évidemment, on aura à cœur de montrer un très bel état d'esprit et notre meilleur niveau sur ce match qui est, quand même, faut le souligner, la première finale de l'histoire du FC Basilikach. Donc je pense que les joueurs auront à cœur de répondre présent pour ce match-là. Vous avez dit le groupe il est jeune, c'est un groupe jeune mais encadré par deux joueurs d'expérience. C'est le fruit de toute une saison de travail et au-delà, bien entendu. Donc que ce soit en championnat, vous êtes à la 3e place, vous jouez un championnat un peu à part parce que Corté et l'Asvar jouent toujours la montée. Et en dessous, c'est un peu décroché. Donc le travail est accompli entre guillemets pour cette saison et comme vous avez dit, ce sera du bonus d'aller chercher la Coupe de Corse pour cette finale. Mais je pense déjà qu'il faut souligner le très bon travail d'Anthony Collinet sur plusieurs saisons, parce que c'est le fruit, je pense, d'un travail qui a été effectué pas seulement, on va dire, depuis mon arrivée il y a 2 ans, mais toutes les saisons auparavant, où vraiment il a su construire un groupe. Et moi, depuis 2 ans, on va dire, on participe, j'ai la chance, de participer à ça. Après, voilà, c'est également le fruit d'un travail quotidien et dirigeant que j'aime bien appeler les personnes de l'ombre, qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais qui sont dans l'ombre, entre guillemets, évidemment, mais qui font en sorte de faire vivre ce club, que ce soit aussi bien au niveau des jeunes que nous aux seniors. Donc il faut aussi souligner ce travail-là, souligner le travail des bénévoles qui tous les week-ends, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur, nous soutiennent. Là encore à Corté, ils sont une 50aine à être montés nous voir. Donc c'est quand même pas négligeable à ce niveau-là. Après oui, voilà, comme je vous l'ai dit, on a un groupe qui est très jeune, hyper soudé. Donc ça peut que aider, ça peut que marcher. Donc c'est quelque chose qui a été construit, je pense, au fil des années, qu'il faut souligner parce que c'est quand même une moyenne d'âge qui est très jeune. Donc voilà, et encore une fois, c'est une finale, c'est magnifique pour le club, c'est quelque chose qu'on va essayer de profiter au maximum parce que c'est pas toujours des moments où généralement ça passe très vite et on oublie d'en profiter. Mais voilà, déjà, il faut souligner ce travail-là de tout un club qui aujourd'hui nous permet d'être en finale de la Coupe. Voilà, c'était Thomas Ledefin, l'entraîneur adjoint du FC Basilikach. Messieurs, c'est quand même beau pour ce club de Basilikach
première fois en finale de leur histoire en Coupe de Corse, avec un adversaire qui sera à déterminer entre la Froyane et la Balagne. Bah déjà, la finale est belle parce qu'on sait les difficultés pour cette Coupe de Corse. On le voit par rapport à certains favoris, je dirais, qui essaient d'atteindre cette finale. C'est des fois très difficile. Ils ont quand même sorti Corté, qui n'est pas non plus un petit club, hein, donc c'est quand même un gros morceau, qui joue en course pour la montée, effectivement. Et puis en face, il y a le triple tenant du titre, qui est le FC Balagne, qui va affronter l'AS Froyane. Donc, quelles que soient les choses, cette finale va être une grande fête pour le FC Bastelicache, du fait aussi de son adversaire qui sera un club de National 3 ou National 2, donc c'est pas rien. Allez, maintenant, Régional 4, Patrice, avec qu'un seul match qui s'est joué, un match en retard. Oui, effectivement, on rappelle juste que la réserve du GFCA, je sais que tu le rappelles dans la dernière émission, mais est championne de cette catégorie avec 63 points. La réserve de Guizot Prunil il a fait match nul face à Tog, un but partout, on le voit au classement. Guizot Prunil conforte sa seconde place avec 49 points. Troisième, c'est Pontelec avec 46 points. Et bon dernier dans ce championnat, c'est la deuxième réserve de l'AS Kazink avec 25 points. Pour les prochaines journées, on rappelle que le GFCA, la réserve va recevoir Saint-Jean-Guizot Prunil, la réserve va recevoir Loum et Pontelec, elle va se déplacer du côté de la Rocatara. Allez, Régional 3, encore des matchs en retard. Premier match, le Niolo s'est imposé 1-0 face à la réserve de Porto Vecchio. Et Lupino s'est imposé 2-0 face à la réserve de Bocognano. Une très bonne opération pour les Lupinaggi pour la course à la montée, parce que rien n'est joué, mis à part la Kazinka, leader avec 65 points. Tout se tient à 3 points entre le GFCBL qui est second et Lupino qui est cinquième avec 48 points. Chouki, je suppose que vous avez un œil sur le FC Lupino, un regard de loin. C'est difficile quand même d'accéder en Régional 2 pour un club si jeune, mais qui est quand même bien structuré en 6 ans maintenant. Oui, c'est sûr que c'est compliqué de monter parce qu'ils sont attendus. C'est un club qui a une image qui est assez forte. Donc, ils sont attendus un petit peu partout. On va dire que c'est aussi l'équipe à battre. Donc, non, après, je suis content qu'ils soient encore dans la course parce que ils font du bon boulot. Il y a souvent du monde aux entraînements. Ça, il faut le souligner à ce niveau-là, ce qui est très rare. Et puis, on sent que c'est une équipe de battants et qui ne lâche pas. Allez, pour les prochaines journées, c'est la 19e journée ce week-end. Antizante, il va recevoir le GFCBL. Le Niolo va recevoir Bocognano. Ça va être le choc pour le haut tableau et pour les places à la montée en Régional 2. Et la Kazinka va recevoir le Capigours, ce qui donne au classement, on l'a dit, la Kazinka leader avec 65 points. Second, le GFCBL ex aequo avec Bocognano et le Niolo. Et cinquième, Lupino avec 48 points. Allez, Régional 2, et on va le voir en image, la défaite de l'AC Ajaccio, 4-3 face à la réserve de Borgo. Et quel match de la part de cette équipe de Borgo. On le voit en image, ce premier but de la tête qui bat justement le portier ACiste. Une équipe de Borgo qui reste toujours talonnée à cette équipe de l'AC Ajaccio, puisque Borgo, la réserve, est second avec 56 points et l'ACA est toujours leader avec 62 points. Oui, pour revenir sur le match, c'était un match assez intense, puisque c'est le Borgo qui ouvre le score par l'intermédiaire de Kolovic, 1-1, 2-1, 2-2, puis 3-2 pour l'ACA. Et au final, c'est Borgo qui l'emporte sur un but qu'on voit. Magnifique but. Très beau but aussi de Kolovic, qui a d'ailleurs mis triplé. Et là, c'est le quatrième but qui vient donner la victoire aux Bourguignons et aux hommes de Stéphane Guillemant. Et c'est une très belle performance. On sait que l'ACA, c'est la meilleure défense du championnat avec seulement 9 buts encaissés, donc 4 par Borgo. Et pour d'autres rencontres, on va le voir aussi en image, c'est Monticello qui s'est imposé 3-1 face à la Costa Verde, cette équipe qui s'est imposée à domicile. Malheureusement, encore une défaite pour cette équipe de la Costa Verde, qui est quand même 9e, toutes les chances de se maintenir quand même dans ce championnat, pour les hommes de Thierry Muri. Et Monticello, elle, qui prend un peu d'avance sur la Costa Verde, justement. Oui, on voit sur ce match quand même deux pénaltys.
Là, une erreur de défense du défenseur de la Costa Verde. L'attaquant a été opportuniste. Là, on voit le dernier but qui vient sceller tout espoir des joueurs de la Costa Verde. Et il y a donc un écart qui s'est créé de 6 points entre Montigello qui est 8e et la Costa Verde qui est 9e. Et un écart de 6 points. Et on rappelle aussi que le Nîmes s'est imposé à domicile 3-1 face à la réserve du Gallia. Donc, comme je l'ai dit au classement, l'ACA est toujours premier avec 62 points. La réserve de Borgo est seconde avec 56 points. La réserve du Gallia Luciane est troisième avec 49 points. Pour les prochaines journées, la réserve de Borgo va se déplacer du côté de Guizot Prunier. L'ACA, elle, va se déplacer à la réserve du Gallia Luciane. La réserve de Cortel va recevoir le Nîmes. Allez, maintenant en National 2, il y a eu le derby entre Furiani et Borgo. On va le voir en image. Furiani qui s'est imposé 1-0 face à Borgo et Furiani qui conforte sa place de 5e. C'est un derby assez intense, Patrice, qui avait à Herba Jaune. Oui, effectivement, puis il fallait impérativement gagner pour que Furiani puisse espérer, et on le sait, ils vont espérer parce qu'ils vont l'avoir, ce maintien en National 2, mais c'est vrai que c'était quand même un match très très intense et c'est grâce à une réalisation de Soufiane Nouala que cette équipe de Furiani s'est imposée 1-0. Chaouki, c'est, comme on le dit, on le répète à plusieurs reprises, c'est important d'avoir des représentants à ce niveau de compétition parce qu'on sait que National 2, vous l'avez connu avec le Sporting, est un championnat très relevé. C'est bien de voir cette équipe de Furiani qui est 5e, cette équipe de Borgo qui est 7e et qui vont tout droit vers le maintien dans ce championnat. Ah oui, complètement. Il faudrait on sait qu'à Bastia, on est une terre de football, donc on a même eu 2 clubs au niveau professionnel, donc ce qui est incroyable. Et on a toujours eu des bons clubs aussi au niveau national, donc il faut que ça continue parce que aussi ça peut permettre aussi à tous les jeunes d'évoluer à un niveau qui est plus que correct. Et puis, comme on dit, on a des jeunes qui sont à maturité tardive, donc ils peuvent aller rebondir dans ces clubs-là pour pouvoir revenir au Sporting en étant plus mature et plus performant aussi. Donc on a le cas de Doumé qui est parti et qui a fait ce genre de parcours-là. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Amine Boutra aussi a fait partie de ces, parti au Gallia. de ces joueurs qui ont rebondi justement au Gallia Luciane en National 3, puis sont revenus sur le circuit professionnel. C'est ça aussi l'importance de ce vivier, parce qu'on sait qu'on a cette capacité à dire qu'on recrute des joueurs aussi de l'extérieur, mais le vivier corps, c'est très important aussi. Oui, bien sûr qu'il est très important et il permet à nos jeunes joueurs d'aller grandir ailleurs. Et ailleurs, c'est à 10 minutes de chez nous, donc c'est le top pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de partir. Et puis, on garde une visibilité aussi sur nos joueurs. Donc non, il faut que ça continue et pourquoi pas, pourquoi pas que d'autres clubs aussi émergent aussi. Pour les prochaines journées, Borgo va recevoir Beauvais et Furiani va se déplacer à Chambly. Allez, avant de passer à la Ligue 2, on passe sur le championnat des U17 nationaux, la poule B. Chaouki, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous donner le niveau de cette poule? On voit beaucoup de clubs professionnels présents comme Lens, Amiens, ou Lille, Dunkerque et Reims. C'est un niveau assez homogène ou il y a vraiment des clubs qui se détachent plus que d'autres? Bon, à part peut-être un ou 2 clubs et encore, parce que Cambrai aussi, c'est pas une équipe qui est facile à jouer. Mais sinon, ouais, c'est plutôt homogène parce que on sent que tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a jamais de vrais scores, on va dire, avec beaucoup d'écart. Et on voit que pas mal de clubs professionnels qui sont en dessous et qui souffrent aussi avec tous ces clubs amateurs. Paris, en fait, ils ont des clubs amateurs où il y a un vivier qui est tellement énorme où voilà, on va dire les deuxièmes choix que les clubs parisiens ne prennent pas, ça reste encore des top joueurs. Donc non, c'est une poule qui est très formatrice et c'est bien que nos gamins ils soient dans ces poules-là. Justement, votre intégration depuis 4 ans maintenant en tant que formateur, parce qu'on a parlé de votre carrière de joueur, il y a une carrière d'éducateur aussi qui est en train d'émerger petit à petit. Comment s'est passée votre intégration justement dans l'organigramme du Sporting Bastia, votre travail avec Manu Guidicciel aussi? C'est important qu'on sache un peu comment s'est évolué tout ça auprès de votre formation. On va dire que je suis rentré directement dans le bain en ayant les U16 régionaux. Donc c'est là où j'ai connu un petit peu le foot amateur corse et en tant que coach. Après, j'ai passé mes diplômes, donc j'ai compris et j'ai vu ce que c'était aussi le rôle d'éducateur dans un premier temps pour pouvoir
accéder un peu plus tard au niveau DES. Et là, on nous apprend un petit peu la manière de performer, que ce soit pour l'équipe ou pour le joueur. Donc, je suis encore en train d'apprendre. Je suis plus le même coach qu'il y a 4 ans et j'espère que je serai plus le même que dans 4 ans aussi. Ça voudra dire que j'ai évolué. Mais non, ça se passe plutôt bien avec Manu aussi parce qu'il nous a ramené un petit peu un cadre, une structure. Non pas parce qu'avant il n'y avait pas grand-chose, mais on va dire qu'il a structuré tout ça. Et puis il nous a montré un petit peu ce que c'était aussi le développement aussi du joueur. Là, avant, on se battait pour survivre un petit peu. On se disait que il fallait qu'on se maintienne en nationaux. Là, on a une double mission où on va, ok, on va se maintenir en nationaux, mais le plus important, même si on n'y arrive pas, c'est que nos gamins progressent. Et ça, c'est vrai que on va dire que c'est le plus gratifiant pour un entraîneur. L'aura d'un ancien joueur professionnel aussi. Vous avez connu la formation, on l'a répété en début d'émission, avec le Sporting Club de Bastia. Vous essayez, tant bien que mal, d'essayer des fois, parce qu'il y a des joueurs, malheureusement, à leur âge, qui, il faut les remettre un peu les pieds sur terre. Il faut essayer un peu de leur expliquer aussi que voilà, le football est aussi un sport où il faut allier les études et le football. On en avait parlé avec Philippe Lemaire justement lors d'une précédente émission. Comment vous expliquez un peu tout ça, sachant que vous avez connu la formation Sporting des années 2000, leur dire aussi que voilà, les installations qu'ils ont maintenant, c'est des installations tip-top, je dirais, pour des jeunes de leur âge. Comment on explique un peu tout ça en étant ancien professionnel justement? Là où ils sont guignares, c'est que j'ai grandi ici, donc je sais un petit peu comment ça se passe quand on est jeune. Et voilà, je connais un petit peu tous les bons côtés et les mauvais aussi. Donc là où j'insiste le plus, c'est sur le travail invisible. Ça veut dire ce qu'ils font en dehors du foot, parce que quand ils sont avec moi, ok, ils sont concentrés, ils sont bien pendant 1h15, 1h30. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'ils s'alimentent bien? Est-ce qu'ils s'hydratent bien? Est-ce que ils se couchent à la bonne heure? Donc je suis très insistant sur ça et je sais que des fois je suis un peu casse-tête pour eux. Mais c'est pour leur bien. Aujourd'hui, le club, il a un niveau où on a besoin de nos jeunes et on a ramené beaucoup de personnes pour pouvoir former ces jeunes-là. Donc nous, on se doit d'avoir ce côté-là, ce rôle-là pour pouvoir, on va dire, emmener le plus de joueurs insulaires. Ou quand je dis insulaires, bien sûr, c'est des joueurs qui sont au centre et en dehors du centre, mais des joueurs qui ont cet ADN-là du Sporting et qui sont fiers de porter ce maillot-là. Vous êtes la première étape de la formation au niveau national, les 17 nationaux, ensuite les 19 et la nationale 3. Est-ce qu'il y a beaucoup de paliers qui sont faits avec les 17 et les 19, avec le groupe de Philippe Lemaire? Oui, on fait des points très régulièrement. On fait des points très régulièrement sur les performances du joueur. Mais on regarde aussi le côté fiabilité parce que on peut être performant pendant un temps et ne plus l'être, mais par contre la fiabilité ça dure et ça doit perdurer. Donc on est vigilant à tous ces traits-là et puis et on est aussi attentif à tout ce qui se passe aussi sur le terrain, mais en dehors aussi. Donc l'idée c'est de récompenser les joueurs qui sont méritants et qu'ils aient un autre niveau que celui des 17 quand je vois que la bascule est faite, que le joueur a gagné en maturité, qu'il est prêt à monter avec Philippe. Voilà, Philippe le reçoit et puis lui montre quelque chose d'autre. On le voit au classement, vous êtes 10e avec 31 points. Le maintien se joue à combien dans ce championnat? Là, vu la qualité du championnat, en général, ma première année, on m'avait dit 27 points, t'es maintenu. Et là, ça fait 2 ans où il faut aller au-delà des 31 points. Donc, ça veut dire que le niveau déjà augmente, ce qui est plutôt bien. Mais aussi, c'est dur aussi pour nos jeunes parce que la saison est très longue pour eux. Il y a les études, il y a le foot. Et c'est vrai que pour continuer à performer et aller au plus haut, c'est éprouvant quand on voyage toutes les 2 semaines. Voilà, et on part souvent, il y a des voyages où tout le week-end, ils partent dès le samedi matin à 7h, ils rentrent le dimanche soir à quasi 23h. Donc on est conscient aussi des sacrifices qu'ils font. Voilà, on essaye de les maintenir en alerte et surtout de leur donner
les meilleures solutions pour bien vivre ces moments-là. Et justement, c'est la génération 2009-2010. C'est des jeunes joueurs qui ont 16 et 17 ans. Est-ce qu'il y a une gestion particulière qui est faite par rapport, on se doute bien sûr, par rapport aux 19, parce que c'est quand même des jeunes joueurs qui sont toujours au lycée et qui sont en pleine croissance, que ce soit dans la vie sportive, familiale, amicale, etc. Oui, oui, et puis il y a cet aspect aussi où on essaye de regarder aussi l'aspect mental du joueur. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits et il se peut que des fois, il y en a qui saturent un petit peu parce que le niveau qu'on exige et qu'on demande aux entraînements, il est très élevé. On leur demande beaucoup d'énergie physique, mentale. Et c'est vrai qu'à la longue, ben, on est vigilant aussi. De notre côté, avec mon adjoint Hugo, on essaye d'être vigilant sur ça parce qu'on parle souvent avec les joueurs pour voir comment ils vont aussi en dehors du football, comment se passent les études, comment se passe la vie personnelle. Et après, on essaie de leur donner un peu des solutions pour sortir de là, leur montrer qu'il n'y a rien de grave, mais par contre, voilà, on continue de travailler, même si aujourd'hui tu n'es pas performant. Le but, c'est que tu le sois peut-être dans une semaine, 2 semaines, un mois. Et voilà, on est à leur côté parce que voilà, on est conscient des sacrifices qu'ils font et aussi ben, des efforts que ça demande. Vous allez recevoir Compiègne, la lanterne rouge de ce championnat. Comment on l'aborde justement, parce qu'on voit que cette équipe, elle est décrochée, quasiment, je pense, même reléguée pour cette saison, avec une seule victoire, 3 nuls et 18 défaites. C'est la plus mauvaise défense de ce championnat. Comment on l'appréhende justement tout ça? Comme une semaine classique. Ouais. On pense d'abord au développement du joueur. Non, il n'y a pas il y a pas de différence entre les autres semaines, hein. On essaye de préparer au mieux ben, les séances pour nourrir les gamins. Donc ça ne changera pas. On est sur la même trame athlétique, donc pas de souci sur ça. Puis après, samedi, on va plus, on va dire, lever le côté motivationnel, l'aspect mental, pour ne pas prendre cette équipe de haut et faire le meilleur match possible comme si c'était ben, le premier du championnat. Donc voilà, c'est surtout cet aspect-là qu'on va soulever, mais peut-être à la causerie ou à J-1 un grand max. Mais sinon, avant, on préparera la semaine d'une manière très classique. Et pour ce qui est, pour terminer, une semaine classique pour un joueur qui évolue en 17 nationaux, quel est le rythme, niveau entraînement, niveau peut-être séance vidéo, séance de soins, etc., sur une semaine pour quand il y a un match du moins? Ok, ben en fait le mardi on est sur une reprise plutôt aérobie, donc beaucoup de mouvements, pas d'efforts à haute intensité. Le mercredi on a un aspect un petit peu force-vitesse avec beaucoup de duels, beaucoup de petits espaces et de la muscu derrière. Et après cette muscu on cale des retours vidéo si les joueurs en ont besoin. En général on a 3 retours par joueur. Et après, le jeudi, c'est l'aspect un petit peu grand espace où ben, on va avoir beaucoup plus de terrain, peut-être du grand jeu, parfois même des petites oppositions en interne pour voir un petit peu les évolutions aussi de chacun. Et le vendredi, un aspect un petit peu vitesse. On le varie très souvent dans le sens où on fait beaucoup de spécifiques le vendredi, défensif et offensif, ou sinon on fait des jeux avec de la vitesse. Et après, le samedi, veille de match, on prépare un petit peu plus l'aspect match avec des coups de pied arrêtés ou des choses. Si les adversaires ont des choses particulières, on essaie de leur donner un maximum d'informations pour ne pas être surpris le jour J. En termes de nombre, à combien tourne votre effectif? Ça dépend entre 15 et 10, ouais, 15 et 18 joueurs. Ça dépend si Philippe en a besoin. Ou les petits qui émergent aussi en dessous, parce qu'il y a la génération 2010, enfin 2011 maintenant, ou U15 qui pousse aussi. Et c'est important aussi de leur montrer un petit peu aussi, de leur faire goûter aux intensités de nos entraînements à nous. Et puis voilà, donc ça dépend de ces joueurs-là, des formes du moment aussi. Mais voilà, on va dire en général, en minimum, on a entre 15 et 18 joueurs.
Allez messieurs, on va parler du dernier chapitre, c'est la Ligue 2 et le Sporting a reçu Amiens à Paul-Lignon ce week-end, un but partout pour les hommes de Réginald Ray. Et justement, on va écouter l'interview d'après-match du coach Bastien qui est revenu sur ce match nul face à Amiens. À la mesure de l'accumulation. C'est compliqué parce que ce serait plus facile si on en a fait quelques-uns, très peu, hein, mais quelques-uns, si on était vraiment passé au travers. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas. Il y a toujours des choses à améliorer, hein, c'est sûr. Mais c'est un match qu'on doit gagner. Hein. Le constat est clair. Voilà. Mais je suis aussi... Alors, on a le devoir de l'être. C'est ma nature. Et la situation s'y prête. D'être dans la volonté de continuer à insister. Alors, chaque semaine, il y a un match en moins, forcément. Mais c'est encore jouable. Notre devoir, c'est de continuer à proposer ce qu'on propose, encore mieux, parce qu'on peut encore s'améliorer sur pas mal d'aspects, et faire enfin tourner les matchs pour nous. Voilà. C'est une grosse occasion ratée. C'est évident. Ouais, une de plus, ouais. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste de l'espoir, il reste des matchs. Et voilà, moi je suis convaincu qu'on va le faire. Sur la deuxième période, qu'est-ce que vous aviez comme autre arme pour faire tomber Amiens? Changement de schéma C'est toujours, oui, non, mais c'est toujours un questionnement, forcément. Hein. Après, vu comme on était dans le match et la mainmise qu'on avait globalement, c'était risqué aussi de déséquilibrer aussi par rapport au système qu'on utilisait ce soir. Donc on continue là-dessus avec bien sûr un peu plus de pression. Et puis dans tous les cas, on peut parler de système, on peut parler de plein de choses. Les occasions, on les a. Donc c'est oui, effectivement, c'est frustrant. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs quand vous êtes rentrés dans le vestiaire? J'imagine que vous aussi étiez frustré. Qu'est-ce que les messages vous avez dit? De lever la tête. Et le sentiment juste après le match, eux encore plus avec la fatigue, et puis avoir le sentiment globalement d'avoir fait ce qu'il fallait. Forcément, il y a la déception, mais c'est pas le cas hein, depuis que je suis arrivé. Mais on n'a pas le droit d'abandonner maintenant, voilà, tout simplement. Même si c'est dur ce soir, ça sera dur demain. Et c'est souvent dur le week-end. Mais après, on va repartir au combat et bien préparer ce match du Restart. Voilà, en nous améliorant aussi, parce on peut encore s'améliorer, et en récupérant des forces vives aussi, et puis en faisant basculer les choses, voilà, tout simplement. Est-ce que vos joueurs ont peur face au but? On se demande fois. On peut pas passer sur le fait qu'à un moment donné, peut-être que ça joue. Mais après, c'est marquer des buts, c'est une histoire de conviction, d'agressivité, de bons gestes au bon moment, des fois de confiance aussi. C'est un tas de paramètres. On ne peut pas dire que Juan a peur devant le but, puisque c'est quelqu'un de très engagé. Et malgré tout, une tête qui maîtrise à la perfection d'habitude. C'est pas le cas ce soir. J'ai aimé notre but, parce que même si on doit marquer avant, on a insisté, et réinsisté, et insisté. Et ça finit par payer. C'est marquer des buts, c'est un tas de paramètres. Ouais. Alors, ce qui est important déjà, c'est de se créer les situations. Et c'est important qu'on continue à le faire. Et je suis convaincu que ça va basculer à un moment donné. Quoi. Alors, le plus tôt possible, hein, on est bien d'accord. Il y a quand même une positive, vous l'avez dit, sur le but, la détermination. Il y a 3 tentatives repoussées avant que Félix termine le travail. Il y a aussi le fait qu'une fois de plus, c'était là une spécialité Bastien, vous avez été mené au score, vous revenez, vous recollez. Donc ça, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir
Mais ça ne suffit pas pour passer au-delà. Non, ces points positifs, ils sont assez récurrents. Voilà, bon, après, on tourne pas autour du pot. Hein. On est pénalisé, mais depuis... allez, je vais prendre que la partie phase retour. Depuis 12 matchs, même s'il y en a un ou deux, trois, là, qu'on n'a pas mérité de gagner. Le reste, au niveau des chiffres, on est devant à chaque fois. Mais et on ne gagne pas assez. Donc c'est dur. Quand vous êtes compétiteur, ça fait beaucoup. Je rajoute les contraintes liées à notre situation. Hein. Mais voilà, il ne faut pas se résigner, bien au contraire. C'est un match qui aurait pu tourner en la faveur aussi d'Amiens. Ils ont eu quelques situations chaudes, ça aurait été catastrophique. Oui, à partir du moment où on pousse, quel que soit le système, hein, où on va aller chercher sur du 1 pour 1, on met une pression haute pour les empêcher de développer leur jeu. On sait aussi qu'on peut s'exposer à des ballons longs. Voilà, après, sur pas mal de situations, on a bien géré globalement. Lisandre a bien géré aussi la profondeur. Donc, c'était arrivé aussi à Pau. Quand vous poussez, à un moment donné, vous vous exposez à ça, quoi. Ce qui est normal. Mais voilà. Grosse frustration, grosse déception, mais un vrai esprit de combattant. Est-ce que la prestation de Joachim Leclerc, qui a été peut-être un peu moins rayonnante qu'il y a 15 jours ici même sur ce même terrain, elle est sortie d'ailleurs en fin de match, est-ce que ça peut expliquer peut-être qu'il n'y ait pas eu Vous avez campé dans le camp amiénois en deuxième mi-temps majoritairement, mais il n'y avait pas le même rayonnement que face à Rodez. Ouais, mais ce qui est important, c'est que collectivement, on fasse les choses. Après, lui comme d'autres, ne sont pas toujours forcément au top. Mais une équipe qui tourne, c'est entre 7 et 9 joueurs qui sont à leur niveau. Et quand c'est l'inverse, c'est problématique. Voilà, donc globalement, c'était le cas ce soir. Faut oublier aussi qu'on avait, alors c'est pas une excuse forcément, parce que moi j'en parle jamais, mais on avait quelques absents aussi. Donc voilà, ça fait partie d'une saison. En tout cas, ceux qui étaient là ont bien répondu. Et l'idée, c'est qu'on récupère des forces vives pour la semaine prochaine, pour le Restart, et bien préparer ce match. Est-ce que vous allez avoir à cœur de faire ce qu'a fait Laval ce soir? Parce qu'on ne pourra pas s'empêcher de comparer. Le Restart va être quelque part un arbitre, pour vous, pour eux. Vous y allez avec quel état d'esprit là-bas? Non, alors des fois, c'est difficilement audible parce que si on tient compte que des résultats, on se dit putain, ça gagne pas souvent. Mais on est toujours dans l'idée de gagner les matchs. Voilà. On a invaincu depuis combien de temps à l'extérieur, je crois? Depuis mi-décembre peut-être, Saint-Etienne. Voilà, donc à l'extérieur, on dégage vraiment quelque chose d'intéressant. Mais même à l'extérieur, on considère qu'on est à domicile aujourd'hui, et même à l'extérieur, on a ce manque récurrent. Voilà, donc il faut faire basculer les choses, et ça peut venir que de nous. Voilà, c'était la réaction du coach, Réginald Ray, après le match nul, on le rappelle, du Sporting face à Amiens. Messieurs, le Sporting est 18e avec 21 points. On voit Laval et Amiens avec 24 points. Mathématiquement, rien n'est perdu pour le Sporting, mais il reste 5 échéances à venir pour Bastia, dont le Restart ce samedi. Chaouki, vous avez un œil aussi avisé sur l'équipe première. J'ai envie de vous dire, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment au club? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Bastia loupe malheureusement des tournants importants? Louper, ce serait passer à côté des matchs. Alors, louper dans le sens comptable, oui. Mais maintenant, il y a quelques indicateurs qui donnent un petit peu d'espoir. Il y a aussi le fait que personne n'avance, donc l'espoir continue aussi. Maintenant, voilà, c'est un avis perso, mais je sais un petit peu comment c'est quand on est un peu dans le dur en tant que Bastiais et à Fouriagne. Voilà, c'est compliqué, mais il faut qu'on leur donne toute notre confiance, qu'ils se sentent quand ils rentrent sur le terrain le plus relâché et le plus en confiance possible pour pouvoir faire on va dire 6 finales et 6 exploits au minimum. Donc voilà, on est derrière eux. Moi, en tout cas, j'y crois. Et quoi qu'il arrive, voilà, on va essayer de dédramatiser aussi un petit peu. On en parlait un petit peu.
Peut-être que même si ça se passe mal et que le Sporting sera relégué, je le souhaite pas et comme je l'ai dit, j'y crois encore. Mais il faut se dire que le club, il avance quand même. Donc moi, j'ai connu Dinelli, j'ai connu la SPTT et aujourd'hui, le club a une structure qui est plus que solide au niveau du centre de formation. Les pros ont un centre d'entraînement qui est plus que correct. Et voilà, c'est peut-être reculer pour mieux avancer. Effectivement, mais il y a une particularité, si Jean-Baptiste, c'est qu'en cas de descente, le Sporting garde son statut professionnel puisque la Ligue 3 va émerger. Il y a aussi cet aspect-là, même si on ne souhaite pas que le Sporting descende dans cette division-là. Oui, c'est important puisque on sait que jusqu'à maintenant, en national, on gardait le statut pro 1 an et après, s'il n'y avait pas remonté, le club passait statut amateur. L'an prochain, la Ligue 3 est professionnelle au même titre que la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc oui, ça change la donne pour les années à venir, même si on souhaite que le Sporting soit au plus haut dans l'élite française. Messieurs, il y a aussi la décision demain, puisque la commission de discipline va se réunir pour donner un avenir aussi au Sporting, savoir un peu ce qui va en être pour les prochains matchs à domicile, que ce soit Saint-Etienne, ou Le Mans. Ça aussi, ça peut jouer sur la fin de saison, sachant qu'à l'heure actuelle, nous avons un statut conservatoire sur la tête. Oui, bien sûr, ça va jouer. Après, ils sont professionnels, donc ils se doivent de réagir au mieux par rapport à la décision qui sera prise, en espérant qu'elle soit on va dire le plus minimal possible. Le match de ce week-end, Patrice, c'est samedi à 14h. C'est un déplacement au Red Star et avant la réception ou non de Saint-Etienne, dans quelles conditions va se jouer le match. Mais ça prend en compte, ça va être en journée. Ça change un peu des matchs en vendredi soir. Et surtout qu'il va y avoir deux matchs aussi qui nous intéressent. Hein. C'est Laval, Reims qui va se jouer vendredi et Amiens-Pau aussi qui va se jouer dans vendredi. Donc samedi après-midi, on va voir aussi un peu ce qui va en être au niveau du classement et voir comment on va aborder cette rencontre, même si on le souhaite et on le répète qu'une victoire bastiaise serait très importante pour espérer au moins, comme on a dit, parce que je ne sais pas si le maintien sera encore jouable pour la 15e place avec Nancy, mais au moins cette place de barragiste qui est très importante, parce qu'on l'a dit, mais on le répète, si Bastia prend la place de barragiste, Bastia, je le pense, parce que ça c'est un avis personnel, en Amiens et Laval, Bastia sera favori pour ces barrages. Après, savoir qui va prendre sur le championnat national, ça sera autre chose, parce qu'on voit quand même Sochaux, Dijon et Rouen qui sont bien placés pour la montée en Ligue 2. Voilà, messieurs, merci pour cette émission. Chaouki, merci d'avoir répondu à notre invitation et participé à cet échange autour du football corse. Avec plaisir. Patrice, merci pour l'émission. François-Marie, merci pour la réalisation de l'émission. Prochain rendez-vous, c'est sur Énergie Corse, samedi à 14h pour le match entre le Red Star et le Sporting. Et nous, on se dit, Patrice, à la semaine prochaine sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot. Après, je tout.